Des adversaires politiques et peut-être également des adversaires philosophiques. Alors vous publiez deux livres aux beaux titres mystérieux. Vous, Michel Onfray, c'est Le recours aux forêts, la tentation de Démocrite. Ça veut dire quoi? Il faut se retirer dans sa tente, dans la cabane au fond du jardin, c'est ça, hein? C'est un peu ça, oui. J'ai pris prétexte de Démocrite, qui a été un philosophe célèbre, adulé, qui écrivait beaucoup, qui avait beaucoup de succès au point que Platon a voulu même faire un autodafé des œuvres de Démocrite, le matérialiste, le sensualiste, enfin le presque épicurien, puisqu'il invente l'atomisme qui donnera par la suite Épicure. Et puis un jour, il en eut assez de ce qu'il avait vu et il a construit une petite cabane au fond de son jardin. Il a voulu vivre le restant de ses jours dans cette cabane. C'est une tentation que j'ai. Alors vous, Alain Finkielkraut, votre livre s'intitule Un cœur intelligent. Alors c'est un des grands succès de la rentrée, hein. C'est incroyable. Hein. Si vous le dites. Ça, vous êtes en tête des ventes dans la catégorie essai, donc c'est aux éditions Stock Flammarion, c'est une coédition. C'est un livre très personnel où vous parlez des livres qui vous ont marqué, qui vous ont touché. Oui. Toute une série de livres, Tout passe de Vassili Grossman, Le premier homme d'Albert Camus, La tâche de Philippe Roth, enfin, etc., etc. Oui, si vous voulez, on me présente, et sans doute est-ce de mon fait, comme un défenseur belliqueux, inquiet, voire maussade de la culture. Et en effet, je dis, si la culture disparaît, nous n'aurons pas à nous en réjouir. J'ai voulu, dans ce livre, passer de la défense à l'illustration. C'est-à-dire, qu'est-ce que la littérature? Nous entrons peut-être dans une société post-littéraire, mais qu'est-ce que, contrairement, on perdra si, précisément, on continue à se détourner de l'art et de la littérature. Ouais, alors... et je suis donc passé par ces œuvres pour le démontrer. C'est évidemment la force de ce livre qui démontre l'intérêt et l'importance de la littérature. Mais alors, ce que vous aimez dans la littérature, vous le dites, c'est la nuance. C'est la nuance. C'est la nuance. Oui, hein, c'est la nuance parce que, oui, je n'aime pas que je crois que la littérature doit être conçue comme un instrument de connaissance, au même titre que la philosophie, par exemple. La littérature, les grands romans sont des modalités de la connaissance. Il faut ajouter la nuance précisément parce que nous sommes sortis, nous ne sommes peut-être pas encore sortis, d'une époque intensément idéologique, et l'idéologie consiste à réduire toute la complexité du monde à un affrontement binaire, à une sorte de mélodrame. Et ce mélodrame, nous sommes sans cesse tentés d'y revenir. L'idéologie dépeuple le monde, il ne reste plus que deux grands acteurs, l'oppresseur et l'opprimé, entre lesquels il n'y a pas à choisir, on choisit l'opprimé contre l'oppresseur, et la littérature réintroduit dans cet univers la nuance parce que les romans sont face à cette fascination du chiffre 2 comme les gardiens de la pluralité humaine. Ah ouais, alors donc ça, je suis sûr, ce discours, ça vous énerve un peu, Michel Onfray, parce que le roman, c'est aussi la colère, la révolte, la rage, la folie aussi. Non, mais ça dépend des romans. Je trouve ça dépend des romans. A raison. Oui. Je souscris à tout ce qu'il dit, simplement j'aurais pas fait le même choix, ça me paraîtra pas étonnant, mais de fait je crois qu'un grand roman c'est un endroit où on met probablement plus de philosophie que dans un certain nombre de traités de philosophie. Je trouve que Céline par exemple, ou Gracq, enfin mes choix je dirais. Oui, allez-y, continuez. Pourquoi? Vos choix, continuez, oui. Oui, moi je n'aurais pas effectivement fait ce choix-là, mais en même temps c'est un autre portrait. Mais pourquoi voulez-vous que non, vous n'avez pas fait ce choix. Est-ce que c'est parce que mon choix vous paraît... Pas du tout, je trouve que c'est une espèce de portrait chinois, je trouve ça intéressant, mais pas du tout. Ah bon, non, mais calmez-vous, je n'ai pas du tout l'intention de vous agresser, je dis que nous aurions fait l'un l'autre, et ça me paraît normal, puisqu'on s'est installé sur le registre de l'adversaire, un autre choix. Il y aurait eu Joseph Delteil, parce qu'il y aurait eu Albert Cohen, parce que j'adore les stylistes, et bien parce que je pense que si on lit Métaphysique de l'amour, par exemple, de Schopenhauer dans Le Monde comme volonté, comme représentation, ça peut paraître très austère, et c'est superbement raconté. Colette aussi, je suis sûr. C'est superbement raconté dans Belle du Seigneur, et je trouve qu'on peut faire... Colette aussi, parce que à cause de... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc il y aurait eu effectivement tous ces auteurs-là. Alors, je vous propose maintenant d'aborder plusieurs sujets qui sont traités dans vos livres respectifs. D'abord, la culture. La culture, est-ce qu'elle est menacée pour l'un et l'autre au moment où Google, Amazon et tant d'autres prétendent mettre la main dessus? Oh, elle est menacée. Je crois qu'il faut dire, il faut appeler les choses par leur nom. Oui. Allons-y. On m'accuse, moi, de parler de décadence. C'est un terme que je n'utilise pas.
Je lui en préfère un autre qui est peut-être pire. Dégénérescence. C'est le désastre. Nous sommes entrés dans une période de désastre culturel, ou pour dire les choses de manière un peu moins emphatique, dans une période post-culturelle. Tout à l'heure, vous interrogiez sur l'école. C'est le lieu de la transmission de la culture, mais il faut utiliser, il faut dire cette phrase au passé aujourd'hui. C'était le lieu de la transmission de la culture. L'univers communicationnel rend, en effet, là nous en venons peut-être à Google, cette transmission impossible. On le voit avec les portables et les SMS. Des élèves perpétuellement connectés n'ont plus d'attention pour les cours, et d'ailleurs, les professeurs eux-mêmes tendent à remplacer la transmission de la culture, qui est quelque chose de plus en plus étrange et de plus en plus étranger, par le décryptage de l'actualité et d'une certaine manière l'enseignement des valeurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire des cours de droits de l'homme et des cours d'antiracisme. Et donc il faut regarder les choses en face, appeler les choses par leur nom. La culture appartient au monde d'hier. Michel Onfray. C'est un discours de généraliste, parce que si vraiment on est sur le terrain, en étant un peu nominaliste, c'est-à-dire en allant voir cas par cas, c'est mal rendre justice à un certain nombre d'enseignants qui font correctement leur travail et qui donnent la passion. Ma compagne est prof d'italien dans un collège, je vois à quoi ressemble son cours. On y apprend. Et puis il se passe des choses chez nous d'ailleurs à Argentan. Oui, en plus, mais on apprend dans un cours d'italien au collège à aimer la peinture, la littérature, le cinéma italien. Il y a des profs de latin qui enseignent l'amour de la littérature latine, il y a des profs de philo, il y a des profs de lettres, il y a des gens qui sont même capables de passionner des élèves pour l'histoire ou pour la géographie. Donc l'idée du grand discours décadentiste, on peut imaginer effectivement qu'il y a une éducation nationale qui ne fait pas son travail dans la logique politique, parce qu'effectivement c'est le marché qui aujourd'hui fait la loi à l'école et les profs font les frais de cette aventure. Et puis une masse considérable de professeurs qui font correctement leur travail, qui sont mal payés, qui sont même pas payés en symbolique, qui en plus de ça croient à ce qu'ils font et ont un sens du service public qui est concret, qui est pragmatique. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a ces professeurs-là. Donc il ne faut pas dire ça. Simplement, il faut pas dire que ils se heurtent à un univers technologique contre lesquels ils ne peuvent rien et à une idéologie qui va dans le sens de cette technologie. Ouvrez les manuels. Magnard dépoussière les classiques et fait briller les contemporains. Les classiques n'existent qu'à condition d'être dépoussiérés. Ou bien tel manuel où vous avez, par exemple, sur la page de gauche, une fable de La Fontaine, Le Loup et l'Agneau, et sur la page de droite, une publicité pour la voiture Innocenti. Ce sont les manuels qui disent cela. Alors que les professeurs résistent à la technologie, résistent aux manuels. C'est vrai dans certains cas, mais c'est toujours plus difficile pour eux puisqu'ils ne se sentent absolument pas soutenus. Râler contre les pédagogues, contre les gens qui bossent pas, qui rencontrent jamais les élèves, contre les inspecteurs, enfin contre la police de l'éducation nationale qui fait la loi sur le papier et nous invite à écrire des manuels de ce type-là. Et je suis d'accord avec vous, les manuels sont bien souvent nuls, mais pas les enseignants qui font avec ces manuels-là et qui ne sont pas tenus de s'occuper de ces pages les plus nulles, des manuels les plus nuls. En accusation chez vous aussi, Alain Finkielkraut, vous qui n'aimez pas ce qui est moderne, il y a la télévision. Ce que vous appelez la grande bouffe oculaire. Hein, oui. Qui est le paradis et le réceptacle de quelque chose que vous détestez particulièrement, c'est la dérision. Non, alors attendez, je regarde la télévision, je suis un téléspectateur, mes parents ont acheté la télévision en 1955 et je passe un certain temps, ou je passais, parce que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui, un certain temps de ma vie à regarder la télévision. Donc je ne vais pas non plus me construire une position d'extériorité particulièrement artificielle. Alors il est vrai qu'à la télévision aujourd'hui prévaut une certaine modalité du rire à laquelle je suis allergique. Et j'ai été obligé d'y réfléchir dans ce livre, puisque mon livre s'ouvre sur une lecture de la plaisanterie de Kundera. Et cet homme, Ludwig, qui a une propension funeste aux blagues, eh bien, connaît un destin funeste à cause de cette propension. Il envoie à une jeune fille qu'il drague et qui se refuse à lui pour des raisons révolutionnaires, une carte postale ainsi libellée, l'optimisme et l'opium du genre humain, l'esprit saint pue la connerie, vive Trotsky, signé Ludwig, nous sommes en 1948, dans une ambiance révolutionnaire, il en subit toutes les conséquences. Et je me suis dit, voilà, c'est la blague contre l'esprit de sérieux. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas menacés par l'esprit de sérieux. Nous sommes menacés, pas menacés, nous vivons sous le déferlement d'une sorte d'hilarité perpétuelle. Et je pense que ça n'a rien à voir. On fait blague de tout, et ça n'a rien à voir avec la plaisanterie kundérienne. Il y a des degrés dans la dérision.
Il y a des degrés dans la dérision, Ouais, de attention, parce que l'humour, Michel Onfray, le lui, plus il aime le discret. rire, forcément, parce qu'il est nietzschéen. Et Non, Nietzsche, pas Nietzsche, seulement. Nietzsche, il y a une Moi, célèbre je- phrase de Nietzsche, vous savez, prenez une brochette de philosophe, celui qui rit, c'est le bon. Hein. Mais écoutez, si je commence par Kundera, il faut croire que j'aime l'humour. Et si j'intègre Ouais, Philippe Roth, il ouais. faut croire que j'aime l'humour aussi. Donc c'est pas la Pas question. dans la c'est- tâche, il n'y a pas trop d'humour. Si, quand il y a, même. il y a C'est une la drôlerie satire, c'est perpétuelle. la satire que vous Mais alors, n'acceptez d'accord. pas. Alors la satire. C'est le degré ultime de la satire. Vous y avez eu droit, j'y ai eu droit régulièrement dans la presse. Et le signe de la presse libre, c'est la possibilité de la satire. La possibilité de se faire insulter, comme je l'ai été, méprisé, traité de con, de tous les noms, etc., de Jdanov, de la philosophie. J'ai eu droit à tout ça. Et c'est tant mieux. C'est le signe que la presse est libre. Et je trouve qu'il y a effectivement des gens dont vous avez parlé, enfin Guillon pour ne pas le nommer, dont vous dites qu'ils s'attaquent à des personnes, etc. Ça fait partie des libertés. Et c'est peut-être parfois dans l'espèce d'excès de liberté qu'on voit que la liberté véritablement. Il vaut mieux un excès de liberté qu'un défaut de liberté. Je Y suis compris pour. et surtout quand on en fait les frais. Je suis pour un excès de liberté, mais je vais dire les choses de manière très claire. La satire est une modalité du rire. C'est pas ma modalité préférée, mais elle a sa place. Elle a sa place. Simplement, il y a une exigence pour la satire. Une exigence. Il faut qu'elle soit ponctuelle. Si vous voulez, il n'y a aucun mérite, aucun courage à provoquer sa grand-mère, comme disait Chesterton, ou à s'attaquer Strauss-Kahn n'est pas la grand-mère, quand même, sous c'est pas- couleur de défier le pouvoir, à faire comme tout le monde. Si vous voulez, il ne faut pas oublier aussi que si le rire est le propre de l'homme, eh bien les lyncheurs ont toujours ri. Et aujourd'hui, le rire est une modalité du lynchage. Et aujourd'hui, les hommes politiques sont les boucs émissaires de cette société qui, précisément, en riant d'eux, ne rit jamais d'elle-même. Nous avons déserté, en nous focalisant sur le président de la République, sur tel ou tel responsable politique, nous avons déserté le champ du risible. Et là, moi, je voudrais citer Philippe Muret. Voilà quelqu'un qui riait de ce que cette société avait de risible. Il n'a pas de successeur. Les SMS, le portable devrait faire rire. Non, on ne rit pas de ça. On rira de la taille du président de la République ou du fait que sa Mais principale ceci dit, il opposante se fait voir est un en peu short, grosse. il se fait voir en grégaire, nage, il se fait voir et c'est minable. torse nu, Alors, il fait voir son ventre, ses hanches, ses fesses, il nous fait voir en train de transpirer, il se fait voir en train de transpirer sur les marches de l'Élysée en culotte à manches courtes comme un petit garçon. Je veux dire, quand vous faites ce genre de choses, vous avez droit à ce genre de satire. Le jour où le général de Gaulle serait apparu en jogging ou en short sur les marches de l'Élysée, il aurait eu droit à ce genre de critique. Et qui a droit à ce genre de critique, mais il y a une- Quand on expose son corps, comme les politiques le font, il faut s'attendre à ce que d'autres puissent commenter ce corps qu'on expose et en faire autre chose que ce que les communicants voudraient faire du corps du roi. L'humour. Qu'on puisse rire du corps du roi ou de la reine ou de la princesse, de ces gens qui n'ont pas d'humour et qui font la loi. Politicienne, elle est Mais fascinante. On les a il y a quand écoutés même tout chez à vous l'heure. une conception les rois différente ne du sont plus pouvoir. là. Il y a une Les conception rois- différente du pouvoir. C'est-à-dire Oui. que moi, j'ai lu avec Je suis pour le passion droit au ce très bouffon beau et pour le texte. droit au fou quand il qui est un devient texte. roi. Ouais, Quand il y a le alors, pouvoir. ce Non, mais texte, il y a une le royauté du recours aux bouffon. forêts, là, c'est un texte poétique magnifique. Ce sera joué d'ailleurs bientôt à Caen. Très beau texte. Mais c'est d'une violence sur la politique terrible. Hein. Vous dites tous nos gouvernants sont des Caligula. Le prince n'a pas assez de mains pour étouffer. Vous avez une vision extrêmement noire du Elle n'est politique. pas noire, je pense qu'elle est lucide, on n'a qu'à regarder comment ça fonctionne. Enfin, tous les discours qu'on a entendus tout à l'heure, chacun joue son rôle, on fait semblant d'être de droite, on fait semblant d'être de gauche. J'ai appelé une fois un homme politique qui était tout à l'heure sur votre plateau pour lui demander qu'il me rappelle, parce que on avait besoin d'argent pour l'université populaire, où il y a une quinzaine de bénévoles à faire ce que nous faisons. l'université Il populaire de ne Caen. m'a jamais répondu. Ouais. Il vient de me dire, je vous ai jamais rappelé, vous m'avez demandé de l'argent. C'est quand même le rôle de ces C'est qui, gens-là, de qui peu parlez-vous importe, je veux dire, le problème n'est pas là. Mais je veux dire que quand on a Ouais, c'est cette important norme- de le dire, on veut savoir, c'est pas peu c'est importe. ce monsieur philosophe là. Et je trouve que Qui, quand le socialiste, Vincent vous voulez dire, Payon. Vincent Payon. Et quand on a cette arrogance, cette suffisance, ce mépris, quand on considère qu'on est propriétaire du pouvoir, qu'on n'est pas un représentant. Moi, je l'appelais en tant que responsable député européen de la région qui est la mienne, à savoir la Normandie. Au minimum, on rappelle pour dire qu'on ne pourra pas aider ce dossier qui permet à je ne sais combien de milliers de personnes de suivre des cours de philosophie pendant une année. Enfin, ceci dit, peu importe. Donc, il faut bien que de temps en temps, on accepte que dans une société, on puisse se moquer de ces gens-là qui se moquent du monde. Écoutez, arrêtez de dire de temps en temps. On s'en moque tout le temps. Je Pas répète, tout le temps. la- Pas tout le temps. le rire L'union, de c'est une minute l'humour par jour. déréglait les unions sacrées. Le rire des amuseurs désigne des victimes sacrificielles. Et à peine élu, l'homme politique devient notre bouc émissaire. Ils le Et savent. c'est une sorte de... le Si savent. vous voulez, c'est un pour tous au moment de l'élection et tous contre un après l'élection. Et je trouve que, si vous voulez, ça fait partie... Alors là, pour le coup, de ce que Nietzsche appellerait le grand ressentiment démocratique. Et de ce ressentiment, nous n'avons rien à attendre de bon.